je vais essayer d'illustrer des dynamiques du coma dans le contexte post-Tchernobyl. Euh, pour répondre à Thomas, je dirais que l'idée, c'est bien de regarder comment le coma peut se reconstruire en partant du constat que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl a été justement un facteur de destruction d'un monde commun. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, le cœur de mon intervention. Mon intervention, en fait, je vais partir d'un certain nombre d'éléments descriptifs de ce que c'est qu'une situation post-accidentelle nucléaire. C'est assez particulier, ce n'est pas forcément, comment dirais-je, connu. Et à partir de là, je vais essayer de regarder quels sont les impacts que ça peut produire, que ça a produit sur des populations vivant dans des territoires contaminés. Donc, je m'appuierai là-dessus sur des études de terrain que j'ai moi-même réalisées avec d'autres dans les années 90-94. Et ensuite, j'essaierai de regarder justement comment des pouvoirs publics ont été confrontés à des difficultés considérables, justement pour essayer de créer une situation de, on va dire, de réhabilitation des conditions de vie. Et je vais essayer d'analyser les mécanismes qui sont derrière et qui sont finalement sous-jacents à ces difficultés, ces apories. Voilà. J'en viendrai ensuite à une sorte d'interprétation que je mène aujourd'hui à partir de quelque chose qui s'est passé donc il y a 25 ans de ce travail, c'est-à-dire que je vais mettre là-dessus une perspective mésologique, c'est-à-dire que je vais essayer de montrer comment finalement cette situation post-catastrophique représente une forme d'acosmie, c'est-à-dire de perte d'un monde commun. Voilà. Ce qui me permettra ensuite d'aborder donc une présentation d'un projet qui a eu lieu donc dans ce contexte il y a 25 ans, qui a impliqué une douzaine de chercheurs français. Il y en a quelques-uns comme Henri Olagnon ou Vincent Pupin qui sont avec nous aujourd'hui et qui justement a permis d'initier un processus d'enquête au sens de Dewey, qui, c'est une hypothèse que j'aurais tendance à poser, présenter une forme de recosmisation, le concept développé par Augustin Berg. Voilà. Et je terminerai par une sorte d'énoncé de ce qui nous semble être les conditions anthropologiques de la réhabilitation. Voilà. Donc, première partie, je vais donner quelques éléments descriptifs donc, de la situation post-Tchernobyl. On peut passer tout de suite au transparent suivant. Voilà, merci. Donc, alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un accident nucléaire, c'est plusieurs phases en fait. Il y a une phase où le réacteur est endommagé, il crache de la radioactivité, ça part dans l'atmosphère, ça sont des nuages, les gens qui sont autour sont arrosés, on va dire, de particules radioactives, et puis ces nuages partent dans le ciel et ils peuvent aller très loin, ils peuvent faire plusieurs milliers de kilomètres, ils peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres, et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que au moment où la pluie vient, eh bien, ces nuages sont lavés, c'est-à-dire que, en fait, ça produit des taches de radioactivité sur le sol. On appelle ça une contamination en peau de léopard. Et ces taches, on peut les retrouver très loin. On peut les retrouver d'abord, c'est pas continu, je veux dire, il peut y en avoir qui sont à 100 km, à 400 km, à 2000 km. En plus, il y a des phénomènes de reconcentration, enfin ces nuages partent dans la haute atmosphère, quelquefois à 400 km, et puis ensuite se reconcentrent, se recondensent sur des zones froides. C'est ce qui fait d'ailleurs que les populations lapons ont également été touchées, les Samis, dans le nord de la Scandinavie, ont été particulièrement touchés par cet accident. Donc il faut bien avoir en tête que la crise, le post-crise, c'est une deuxième crise en fait, parce qu'à un moment, le réacteur s'arrête, mais les tâches de contamination, elles sont toujours là, et certaines particules radioactives vont disparaître assez vite, comme l'iode, mais par contre, le reste, non, ça va continuer, ça va se dégrader, quelquefois sur des périodes de plusieurs dizaines d'années, voire centaines, millions d'années, selon la nature des particules radioactives. Et donc, les impacts ne sont pas du tout négligeables, puisque autour de Tchernobyl, eh bien, on a pu constater, on a pu observer qu'il y avait à peu près 120 000 km² de sol contaminé sur 3 pays, Ukraine, Biélorussie et Russie, où vivent 12 millions de personnes. 120 000 km², c'est presque un quart de la France, répartis à peu près également sur 3 pays, et particulièrement sur un petit pays qui est la Biélorussie, où ça représentait à peu près, on va dire, 25% de son territoire et de sa population.
Alors, ce qu'il faut, maintenant, je vais aborder un peu finalement qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la vie des personnes. Et d'abord, je voudrais dire que la gravité des conséquences ne résulte pas de façon linéaire de la quantité de radioactivité déversée. Bon, c'est vrai qu'il y a des zones qui sont très contaminées, qu'on va fermer, que les autorités vont fermer, vont même les faire garder par l'armée. Ce sont des zones, ce qu'on appelle les zones interdites. Et par contre, le reste sont des territoires immenses qui sont contaminés à des degrés divers. Mais ce qui va être observable, c'est une déqualification profonde et persistante de toutes les dimensions de la vie dans ces territoires. Donc, ça se traduit d'abord par une espèce d'inquiétude vis-à-vis d'une contamination qui est présente, qui est partout, qui est invisible, invasive, inconnue, inquiétante, et qui se glisse un peu partout dans la vie et qui produit de l'inquiétude parce que les gens sont c'est très difficile de se faire une idée de si c'est dangereux, pas dangereux, de ce que ça va produire. Cette inquiétude se focalise d'abord sur les enfants, mais voilà, tous les gens sont inquiets pour leur santé, pour les conséquences génétiques, voilà. Et on n'arrive pas à refermer cette boîte. C'est quelque chose qui est toujours présent. Moi, j'ai vécu là-bas, j'ai rencontré des gens qui avaient vécu presque 10 ans en se demandant tous les matins s'il fallait qu'ils partent, s'il fallait qu'ils restent. Donc, on voit bien que ça ne se stabilise pas. Il y a une insécurité économique qui est produite par la contamination, qui est très forte, parce que d'abord, tous les produits sont déqualifiés, surtout dans des régions agricoles. Et ça s'est doublé en plus avec Tchernobyl, avec la fin de l'espace économique soviétique, le Comecon, qui s'est interrompu à partir de 1991, au moment d'ailleurs où on sortait de la censure soviétique, c'est-à-dire que pour les territoires qui étaient loin mais qui étaient contaminés, ils l'ont découvert un matin dans le journal. Avant, ils ne le savaient pas. Et donc, à partir de là, on voit aussi une dégradation de la vie sociale, c'est-à-dire que finalement, on voit des processus de distanciation, comme on dit aujourd'hui, qui s'opère, dans lequel finalement, par exemple, il ne sera plus question d'envoyer les petits-enfants chez leurs grands-parents pour les vacances, parce qu'on ne sait pas, c'est contaminé, pourquoi aller chez les grands-parents, on va les envoyer ailleurs, etc. Donc, on voit bien que les jeunes partent, tous les jeunes qui ont des petits-enfants préfèrent s'en aller, etc. Donc, ça casse complètement les dynamiques sociales. Et les personnes qui restent, elles, sont confrontées à une perte de leur milieu naturel. Le milieu naturel est extrêmement important dans une région qui est très belle, qui est de lacs, de forêts, assez sauvages, beaucoup de gibier, beaucoup de baies, et donc d'ailleurs une ressource en plus importante. Et donc, en fait, ce milieu naturel, en fait, il est comme frappé d'une certaine étrangeté. On ne sait plus très bien s'il est dangereux, pas dangereux. On arrête les pratiques de promenade. On essaye d'éviter que les enfants aillent dans la nature. Tout ceci crée une sorte de retrait, finalement, de cet espace extrêmement important pour eux. Et parallèlement, évidemment, on voit également des phénomènes de perte de confiance sociale importants qui sont liés d'abord à l'histoire soviétique, mais aussi bien sûr là, au moment de l'accident, avec la censure, avec des gestes extrêmement paradoxaux par les autorités qui ont pu par exemple expliquer officiellement qu'il n'y avait aucun problème, en même temps ne pas empêcher les manifestations du 1er mai en plein milieu de la contamination, eux-mêmes envoyer, on va dire, envoyer leurs enfants au loin pendant qu'on disait aux gens de garder leurs enfants. Enfin, il y a toutes sortes de phénomènes de genre qui fait qu'il y a quand même une espèce de cassure vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des experts qui se succèdent, qui racontent des choses quelquefois complètement contradictoires, les médecins qui culpabilisent les gens, les scientifiques dont on ne sait pas très bien finalement comment tirer parti de ce qu'ils vont dire, etc. Voilà. Donc tout ça, ça produit une situation, on va dire, d'absence de recours social, de solitude. Et pour les habitants, je le résumerai en disant désorientation, stress, isolement, désarroi, une survie sur le registre de l'inquiétude, une destruction du monde vécu, une vie qui ne vaut plus la peine d'être vécue. Voilà, donc le tableau est sévère et ce que je dis a été, je dirais, mis en évidence par de nombreuses études de terrain. Et ce que je voudrais essayer, c'est de montrer maintenant que les pouvoirs publics qui ont essayé de faire des choses, par exemple en Biélorussie dans les années 90,
il y avait à peu près 20% du budget d'État qui était consacré à tenter de régler la situation de Tchernobyl. Ils ont fait plusieurs lois, mais en fait, il y avait une sorte de situation de très grande inquiétude, de très grande pénurie, et ils n'arrivaient pas à en sortir. Et donc, je vais essayer d'expliquer le mécanisme et qu'est-ce qui se passe. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans une situation de ce type où il y a des risques, tout est construit sur ce que j'appellerais le paradigme de l'évaluation et de la gestion des risques. Ça, c'est un outil de politique publique qui a été construit, qui n'est pas si ancien que ça, puisqu'en fait, d'un point de vue, on va dire, technique et scientifique, il a été développé aux États-Unis dans les années 70 par le National Research Council, à la demande du gouvernement des États-Unis, dans un contexte on va dire, de contestation du développement technologique et plus particulièrement de contestation du nucléaire. Voilà. Et donc, dans ce contexte-là, finalement, comment ça se passe ? Des experts qui ont une culture scientifique, des gens qui vont faire une évaluation des risques associés aux expositions radiologiques, qui sont évalués à partir de modèles d'exposition et d'études d'incidence sur la santé. Alors, au passage, les études d'incidence sur la santé sont massivement, en fait, celles de la Hiroshima Nagasaki, qui représente un contexte d'exposition qui n'est pas du tout le même. Mais ça, c'est une question qui est un peu problématique dans tout ce mouvement d'évaluation. Donc, les experts établissent des normes selon une rationalité qui se veut objective, scientifiquement fondée, et la gestion publique, finalement, elle se déploie pour maintenir les expositions dans le cercle de la normalité, par des actions de correction, par ce qu'on appelle des contre-mesures post-accidentelles. Mais l'idée, c'est de ramener tout dans la norme. Voilà. Et au fond, du point de vue, normalement, ça devrait produire l'effet qui est de dire je suis dans la norme, donc je suis, entre guillemets, en sécurité, donc je n'ai pas normalement sécurité sinecura, sans souci, un état de quiétude, mais évidemment sous conditions d'une confiance sociale. Donc la norme joue comme un quitus de responsabilité, elle délimite finalement un champ finalement de risque possible et elle dédouane d'une certaine manière la responsabilité publique et privée. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en même temps, elle laisse la réalité subnormative continue, bien sûr. Là, quand je suis dans un territoire qui est censé être dans la norme, il y a bien sûr, s'il est contaminé, il reste contaminé. Et simplement, voilà, je considère socialement que je suis dans la norme. Et alors, la difficulté va venir du fait que c'est la métrique du risque, finalement, qui va s'imposer comme le critère objectif de rationalisation des activités sociales, aussi bien par les pouvoirs publics que par les marchés, mais surtout pour la population. Ce qui faisait dire à une habitante que nous avions rencontrée, elle disait avant, ici, c'était les nobles polonais qui commandaient, aujourd'hui, notre maître, c'est la radioactivité. C'est-à-dire que là, vraiment, la radioactivité prend le contrôle de leur existence et cette réduction au risque, finalement, va déqualifier, finalement, tous les aspects de la vie ordinaire dont parlait hier Sandra Laugier. Et donc, il n'y a pas de retour à normal parce qu'il n'y a pas de confiance sociale. Donc, on ne peut pas tabler sur l'idée que, effectivement, on est dans une limite raisonnable. Finalement, on n'arrive plus à construire quelque chose comme cette fameuse quiétude dont je parlais avant. Donc, on pourrait poser ici une hypothèse d'obsolescence au sens de Niklas Luhmann pour dire que le système social, politique, économique ne peut plus prendre en charge la complexité de la situation. Et bon, du fait pour les populations, le résultat, c'est que l'attente de l'avenir est placée sur le registre de l'inquiétude. Il faut vivre avec la contamination. Voilà. Alors, ici, je vais donc poser un regard mésologique, dont un des personnes qui a développé, c'est Augustin Berck, pour essayer de rétrospectivement interpréter finalement cette situation. Donc, finalement, qu'est-ce qui est en cause dans la situation post-accidentelle ? C'est la possibilité d'un monde commun. Alors, la notion de monde, le cosmos, au fond, reflète l'idée de mise en ordre, bon ordre, monde ordonné par les humains. Hier, Mireille Delmas-Marty nous parlait de mise en harmonie du monde. C'est bien ça dont il s'agit, à travers l'édification de la réalité du monde par les humains, par un peuple, dans un processus dynamique qui va conjuguer la matérialité de l'univers avec la capacité technique et symbolique d'un peuple.
Donc, nous sommes ici dans une compréhension de la réalité qui s'apparente plutôt à ce que Martin Heidegger aurait désigné comme ce qui concerne les hommes, et nous ne sommes pas dans la réalité moderne qu'on pourrait, en fond, résumer dans la phrase de Max Planck qui nous dit « est réel ce qui est mesurable ». Et Augustin Berg, dans sa description, nous dit « la réalité du monde, les gens, les mots, les choses ont grandi ensemble, ils ont une histoire commune. Grandi ensemble, il y a une autre manière de le dire, c'est la concrescence, c'est-à-dire cum crescere, grandir ensemble, ce qui permet de réaliser finalement une réalité concrète, mais pas au sens du béton, au sens à la fois matériel et spirituel. Donc, Augustin Berg nous dit encore, toute chose rassemble les renvois à divers domaines matériels et immatériels, écologiques, techniques et symboliques, pour les faire se tenir ensemble en ce qui est sa concrétude première. Voilà. Donc, je vais pouvoir, maintenant, à partir de ces concepts, poser l'hypothèse d'acosmie post-catastrophique, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir substitution. Le réel, comme ce qui est mesurable, va s'imposer au détriment du réel, comme ce qui concerne les hommes. Et ce produit-là, cette acosmie, que Augustin Berg décrit comme un arrêt de ce mouvement existentiel qui investit notre être dans les choses, et de ce fait les humanistes, tout en faisant d'elle corrélativement la forme concrète de notre existence. C'est justement ce qui n'est plus possible, et pour le citer encore, il n'y a plus aucune place pour la contingence d'une histoire commune qui les unirait, qui unirait les sujets pensants et la matérialité dans un milieu commun. Voilà. Donc, maintenant, j'ai posé mon hypothèse et ma description. Je vais donc en venir à cette étude de cas sur l'émergence de dynamique du coma dans le contexte post-Tchernobyl comme processus de recosmisation. Donc là, je vais me mettre plutôt sur le mode du récit et je vais parler de ce projet, le projet Ethos, donc qui s'est tenu dans les territoires contaminés, d'abord de 96 à 99, avec une équipe interdisciplinaire. Il y avait une douzaine de chercheurs d'instituts français comme à la fois, on va dire, protection nucléaire, agronomie, université de Compiègne, qui était financé par la Direction générale de recherche de la Commission européenne. Et donc, nous sommes intervenus à la demande finalement, enfin, financés par l'Europe, mais nous avons reçu un mandat qui a été négocié avec les autorités biélorusses, qui elles-mêmes étaient confrontées à cette difficulté, investissant énormément d'argent et n'ayant finalement pas de résultats. Et donc, nous confions un mandat pour explorer une nouvelle approche de la protection radiologique et de la réhabilitation des conditions de vie, et pour créer les conditions pour que la population puisse contribuer à sa propre protection avec le soutien des experts et des autorités. Donc là, je vais décrire un processus d'enquête, en fait, qui va se dérouler donc sur 3 ans, et dans lequel cette intervention va se tenir dans un territoire qui est indiqué ici en jaune et qui est, d'un point de vue légal, à l'époque, dans la loi de 91, considéré comme territoire dit de relogement volontaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que les habitants se sont portés volontaires ? Eh bien, c'est parce que, au fond, curieusement, zone de relogement volontaire, ça veut dire c'est pas assez contaminé pour vous obliger à partir. C'est quand même suffisamment contaminé pour que ça soit pas tout à fait comme si c'était normal, justement. Donc, on est dans la normale. Et ce qui se passe, en fait, c'est que tout ça, ça a été fait avec des modèles qui sont des modèles généraux, mais justement dans cette zone qui est une zone, au passage, d'un point de vue du paysage, splendide, mais c'est une zone de marécage dans laquelle il y a des transferts de radioécologiques importants. Et curieusement, enfin, ce qui se passe, c'est que les niveaux de contamination ne correspondent pas à ce que disent les modèles, parce qu'il y a une spécificité finalement de ce climat et des spécificités pédologiques. Et donc, en fait, les pouvoirs publics, à ce moment-là, réalisent finalement cet écart, ils veulent reloger ce village, mais le village ne veut pas partir, mais en étant également inquiet, parce qu'ils voient bien les mesures, ils voient bien que ça pose problème. Donc, nous sommes dans une situation assez délicate, et finalement, c'est la raison pour laquelle ils vont accueillir cette équipe qui leur propose de travailler avec eux. Ils ne savent pas très bien pourquoi ni comment, mais enfin, disons que finalement, ils donnent leur accord. Donc, nous sommes à 300 km de Tchernobyl, et nous parlons d'un village de 400 habitants. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une sorte de grande réunion qui est organisée, et là, curieusement, l'accueil est plutôt mitigé.
C'est-à-dire que la population, finalement, est d'une certaine manière sceptique et finalement, alors elle va réagir presque automatiquement en disant, bah, finalement, vous êtes des experts, vous venez d'Europe, dites-nous, est-ce qu'on peut habiter ici? Et là, en fait, le groupe qui est là s'est préparé et il ne va pas répondre, il ne va pas donner de conseils. Il va dire, c'est contaminé, la loi détermine c'est un territoire contaminé, donc il y a de la contamination, donc il y a du risque. Le risque, la décision de vivre ici vous appartient. C'est-à-dire nous, on ne peut pas le dire à votre place. Ça, c'est important parce que c'est une posture qui n'est pas tout à fait habituelle. Et à partir de là, ils vont dire, ben, est-ce que vous pourriez vivre ici? Ce qui est intéressant là, c'est que chacun des chercheurs va se mettre à répondre à partir de sa situation personnelle. Non pas en tant qu'expert, mais en tant que personne. Donc il va y avoir des jeunes experts pères ou mères de famille qui vont dire ah non, moi je pourrais jamais venir ici, d'autres qui vont dire bah, peut-être si c'est mon territoire d'origine, peut-être que je regarderai comment rester, etc. Bah, chacun va répondre à titre personnel. Et puis finalement, quand on leur parle du projet, eh bien, ils sont pas tellement emballés. Ils disent bah, vous êtes des scientifiques, ça fait 10 ans qu'on les voit passer, nous on est les cobayes. Finalement, qu'est-ce que ça va changer pour nous au bout du rouleau? Qu'est-ce que ce projet nous apportera de pratique et de concret? Et là, il y a une véritable négociation qui va s'engager, une sorte de compromis, comme l'a développé Sylvain Lavallière dans ce processus d'enquête, qui va aboutir finalement à ce qu'on reformule une proposition. L'équipe va reformuler une proposition, c'est de dire, écoutez, nous, on est là pour 3 ans et on se propose d'apporter un soutien à ceux qui veulent évaluer la situation ici dans ce village. Et si vous voulez vivre ici, ce qui est votre décision, nous voulons bien travailler avec vous pour voir comment améliorer cette situation, sans être très précis ici sur le mot améliorer. Voilà. Mais quand même, il y a un engagement à rester 3 ans. Voilà. Donc, la méthode, finalement, va se dessiner autour d'objectifs de projets, qui vont être fixés, les objectifs vont être fixés par les habitants. Ce sont des projets de leur vie ordinaire. Hein. Il s'agit de protéger leurs enfants, il s'agit de trouver du lait propre, de vendre de la viande, il s'agit de former les enfants, il s'agit aussi de transmettre un village. Et là, il y a un véritable processus de co-apprentissage et de co-évaluation qui s'engage avec l'implication progressive de parties prenantes en fonction de la nature des problèmes et selon le développement de l'enquête. Transparent suivant. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais faire un petit focus sur ce qui se passe dans un groupe qui s'appelle le groupe Lait, que j'ai eu l'occasion de mener avec Samuel Le Picard, un chercheur du CEPN. Et donc là, nous avons mis toutes les données qui existaient dans un ordinateur et nous avons vu apparaître un graphique dont voici les résultats et qui a beaucoup surpris les habitants dans la mesure où on a vu apparaître une contamination qui était finalement pas du tout le tableau auquel ils s'attendaient. Un peu de contamination très forte à droite, puisque le tableau présente le niveau de contamination de façon horizontale, et beaucoup d'échantillons qui étaient, on va dire, moyens en qualité, et en revanche, un peu de lait propre, quand même, dans la norme à l'intérieur, je dis propre, c'est-à-dire dans la norme de 111 becquerels. Donc ici, surprise, parce que ça ne correspondait pas au tableau qu'ils se faisaient, puisque eux auraient placé plutôt tous les échantillons de lait dans la zone très contaminée. On peut avancer. Voilà. Donc ensuite, il y a une véritable enquête qui démarre avec, je dirais, on voit apparaître un système social avec des pâturages sur le lait de la collecte, enfin sur le lait d'été, un système qui ressemble au système traditionnel chez nous, on va dire avant-guerre, avec 7 troupeaux qui sont menés par les habitants eux-mêmes à tour de rôle dans des pâturages qui sont attribués pour ça, selon certains itinéraires, avec des lieux de rendez-vous et tout un travail. Et donc, à partir de là, on voit progressivement se dessiner un paysage social avec des interactions. On voit qu'il y a des responsabilités. On peut avancer un petit peu dans mon transparent suivant, voilà. Et là, à partir de là, il y a une campagne de mesures citoyennes qui est engagée avec une mesure sur chacun des 7 troupeaux qui est assez intéressante parce que on voit apparaître, par exemple, le troupeau 2, que le lait, en fait, chaque troupeau a des résultats à peu près équivalents. Donc, on voit que le troupeau 2 est très contaminé. On voit qu'il y a certains troupeaux, comme le troupeau 6, qui sont vraiment, eux, produisent du lait dans la norme, et puis des résultats intermédiaires. Et quand on discute finalement avec la population, déjà, ils sont assez surpris de voir que les troupeaux 3, 4, 5, 6 et 7 sont
finalement beaucoup plus bas que les deux autres, et ils disent finalement ça, ce sont des pâturages améliorés. Vous voyez, dans un premier temps, ils nous avaient dit ces pâturages sont contaminés, on a donné l'argent pour les améliorer, mais l'argent colle aux doigts de nos dirigeants, c'est-à-dire ce n'est pas venu jusqu'à nous, on n'a rien fait pour nous, et là, on voit qu'ils ont constaté effectivement qu'il y avait quand même certains résultats. Les deux autres pâturages, ils vont dire, ça c'est des pâturages, on en avait un autre avant, mais le kolkhoz nous a obligés à aller en forêt parce qu'il les a récupérés pour ses propres troupeaux. Donc là, on voit apparaître également un système social avec des transgressions, des manques de transparence. On voit aussi, par exemple, le troupeau 4, on s'interroge, on se dit qu'est-ce qui se passe? Et là, on dit, oui, mais c'est parce que les bergers sont pas très regardants. Quand ils emmènent les vaches vers le pâturage, en fait, ils se promènent, mais ils vont se balader en forêt, et du coup, on a quand même plus de contamination. Donc, on voit apparaître finalement un tableau assez complexe avec des interactions de différentes natures. On va aller au transparent suivant. Et donc, ensuite, je passe rapidement, mais on va aller vers la recherche de nouveaux pâturages pour les deux pâturages les plus contaminés. Et là, on va se rendre compte que finalement, on va négocier avec des paysans qui ont une vision très claire de leur environnement naturel, des relations de bien-être, par exemple le bien-être des vaches, l'accès à des lisières fraîches, à une eau non contaminée, courante, et tout ça, d'une certaine manière, autour de l'idée de produire du bon lait. Mais on voit apparaître finalement une très grande cohésion avec la nature qui s'impose par la présence de ces paysans qui négocient et qui ne prendront pas n'importe quelle solution, qui ne prendraient pas en compte toute cette dimension de cet écosystème. Voilà. Et puis le résultat finalement est assez satisfaisant puisqu'on voit apparaître effectivement une production de lait d'été qui de 97 à 98 va s'améliorer considérablement. Voilà. Et sous l'effet finalement d'un faisceau, on peut passer à l'avant-dernier transparent. Voilà, un faisceau donc d'éléments matériels et immatériels, écologiques, techniques, symboliques, on pourrait rajouter éthiques, sociaux pour faire monde commun. Voilà. On est parti de la mesure radiologique, mais là, pluraliste, puisqu'on a croisé de la mesure officielle, de la mesure associative, de la mesure citoyenne. Donc, il y a une question de vérité et de fiabilité. Puis, on voit ce système social avec la gestion en commun des pâturages, la responsabilité des bergers, le comportement de la ferme collective, le comportement du ministère, des questions d'honnêteté, de justice, de transparence. On voit apparaître la nature, la dimension du bien-être animal, la beauté de cette nature, la fraîcheur, l'ombre des lisières. Tout ceci amène des éléments d'éthique, de qualité, de beauté de la nature. Et puis, des relations avec les autorités, puisque on va assister à des formes de requalification finalement de la confiance à travers le constat de certaines actions qui ont effectivement été menées. On va s'assurer de la prise en compte d'éléments scientifiques sur finalement cet écosystème et bien sûr avec une perspective d'efficience et de valorisation. Et finalement, on voit bien que quelque chose se produit là qui est de l'ordre de la production d'une histoire commune, d'une mise en ordre, mise en harmonie, aménagement d'un monde commun selon les critères du vrai, du bon, du bien et du beau. Voilà la spécificité de ce processus, ce qui me permet donc de conclure, voilà, avec quelques conditions anthropologiques qui sont finalement qui émergent de ce processus. D'abord, ce sont les personnes affectées qui sont les premières placées pour agir, donc il faut reconnaître quelles sont les mieux placées pour agir et se dire que d'une certaine manière, il faut que ce soit elles qui agissent, donc il faut créer un environnement de capacitation pour qu'elles puissent agir. Et puis, on voit bien que ce sont des dynamiques de commun qui sont à l'origine de ce processus de résolution et qui impliquent des conditions de la confiance sociale. Et on voit l'importance de la question de la vérité, de l'information fiable, vérifiable. On voit la question de l'importance finalement de l'orientation finalement de toute cette action, donner du sens à l'agir dans une histoire qui est commune. On voit le lien avec l'environnement institutionnel dont il s'agit de bénéficier, mais en même temps, il s'agit aussi de pouvoir l'orienter en fonction de ses besoins. On voit la connexion avec un territoire qui est un lieu de ressources, de vie, de culture et de transmission. Et on voit également toutes les dimensions symboliques et culturelles qui entourent finalement ce processus. Merci, merci Gilles. Donc, on s'est dit qu'on prenait une première série de questions plutôt de compréhension. Donc, on va faire ça à chaque fois. On va prendre quelques minutes. J'ai une question d'Olivier Réchauchère. Alors, je vous la lis. J'en prends connaissance à peu près en même temps parce qu'elle vient d'arriver.
est-ce que la description des phénomènes sociaux, acosmisation et recosmisation du cas de Tchernobyl vous semble éclairante, toute proportion gardée, pour analyser d'autres situations de territoires en crise environnementale? Donc, l'idée, c'est plutôt le transfert vers d'autres territoires et d'autres types de crises. Et sont cités après riverains d'incinérateurs, riverains de Lubrizol, habitants de territoires fortement exposés aux pesticides. Il n'y a pas marqué etc., mais je pense je peux me permettre de rajouter etc. Olivier Réchouchard ne m'en voudra pas. Gilles, un premier élément de réponse. Ce que je peux dire, c'est que finalement, ce qui s'en dégage, c'est comment dirais-je, c'est la variété des dimensions qui rentrent en ligne de compte dans la construction d'un monde commun. Et en fait, c'est ce processus que Augustin Berg appelle de trajection, c'est-à-dire cette espèce d'aller-retour qui va se produire et qui va faire que d'une certaine manière se construit quelque chose qui rassemble, qui fait tenir ensemble ce monde commun. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait caractéristique et qui, finalement, comme objectif qui peut être posé pour ces situations dont vous parlez, qui sont effectivement, à partir du moment où on est dans des situations exceptionnelles, c'est-à-dire qui sont durables et qui ne reviennent pas à la normale. Quand un barrage s'effondre, ben ensuite il y a des morts, on pense les plaies, on fait le deuil et on passe à autre chose. Mais là, on ne passe pas à autre chose. Donc là, c'est la question, c'est de savoir quelle est l'autre chose, sinon, si ce n'est pas le retour à la normale. C'est autre chose. Et donc, voilà, ça, je pense qu'on peut tout à fait dire que c'est quelque chose qui est transférable. Après, la méthode de ce projet Ethos peut donner des éléments d'inspiration, mais je pense qu'à chaque fois, il y a un contexte et des éléments très différents. Ok, merci Gilles. Une autre question de Nina Serfati. Est-ce que ce serait possible de revenir rapidement, elle l'écrit mais je le souligne, sur Perk et le réel comme mesurable? Berck, j'ai parlé de le réel mesurable, c'est Max Planck qui dit est réel ce qui est mesurable. J'ai voulu d'une certaine manière, de manière un peu rapide, mais opposer l'idée d'un réel, on va dire extérieur à l'homme, qui est finalement le résultat de la métrique, qui donne son statut de réel. Donc ça, on peut dire on est dans la réalité moderne, par opposition à quelque chose qui est ce que Augustin Berg, mais aussi Heidegger, décrit comme le réel, c'est ce qui concerne les hommes. D'ailleurs, Heidegger quand il parle du mot la chose publique, ce qui concerne tous, ou das Ding en allemand, dont il trouve l'origine dans le ring, c'est-à-dire le cercle des hommes qui s'assemblent autour de la chose commune. Donc voilà, c'est ça, et la notion de mesurable, il faut la rapporter à Max Planck et pas du tout à Berg. Si j'ai dit ça, c'est probablement une imprécision. Si je peux me permettre de dire un mot, du coup, en fait, au moment où tu as eu cet élément de discussion, notamment sur la mésologie, ça me semblait renvoyer notamment plutôt à Élisée Reclus sur l'émergence de la mésologie. Et puis après, sur la question du milieu, j'aurais eu envie de… Mais bon, déjà, tu avais un panthéon d'auteurs assez étendu, donc il ne s'agit pas d'ouvrir, mais ça me semblait renvoyer notamment à Reclus parce que la question du milieu est ici très présente et nous permet de faire un lien sur les dimensions et territoriales et écologiques. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que le terme de commun, je ne pense pas que le terme de commun soit très présent chez Élisée Reclus, mais je n'ai pas une lecture complète. En revanche, il y a toujours des formes de commun qui peuvent être mises de façon ex post. Et c'est probablement une des difficultés d'ailleurs avec le terme. Oui, moi, ce que j'ai voulu simplement, d'un point de vue presque empirique, souligner, c'est le fait que le commun, en fait, apparaît comme un processus de recosmisation. C'est-à-dire, c'est bien parce que il y a des formes de commun qui apparaissent qu'on voit réémerger un monde commun.